Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va attendre quelques petites secondes, tant que tout le monde arrive. Bonjour à tous. Ça y est, ça commence à monter là. Tant que tout le monde arrive, et puis on va démarrer encore une ou deux minutes et on va lancer ça. Super. Bonjour Céline, bonjour Emmanuel, bonjour Sandra. Il y a du monde là. Bonjour Muriel. Oui, visiblement, c'est un sujet qui intéresse. Ok, oui. Ok, oui, surtout avec l'actualité qui est bouillante, ça ne m'étonne pas. Top. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce live organisé par PulsoF 360 en partenariat avec Galaxy Conseil. Je remercie Lamia et Pascal d'être présents. Aujourd'hui, le live s'intitule CPF, êtes-vous dans les clous? On a choisi cette thématique, pas au vu de l'actualité, parce qu'on avait prévu ce live un peu plus tôt, mais il tombe à point nommé avec toute l'actualité autour du resserrement des plafonds, par exemple, de financement des formations mobilisables avec le CPF, etc. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de démystifier. On va essayer d'aborder ces points-là avec Lamia et Pascal. Donc, très rapidement, moi, je suis Abdelhakim Daoudi. Je suis data analyst et formateur en data et aussi associé cofondateur du cabinet PulsoF 360 qui accompagne les organismes de formation dans toute cette procédure administrative, à savoir de l'obtention du NDA jusqu'à la plateforme EDOF, l'accès à la plateforme EDOF. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Lamia pour se présenter et ensuite Pascal pour qu'il se présente très succinctement. Merci. Bonjour à toutes et tous, merci Abdelhakim, Lamia Makroum, auditrice Calliope, consultante également en réglementation de la formation professionnelle et cofondatrice du cabinet PulsoF 360. Donc merci pour ce magnifique event qui, je pense, apportera beaucoup d'éclaircissements. Écoutez, c'est l'objet. Alors, moi, je suis Pascal Lévy, je dirige le cabinet Galaxy Conseil, je suis expert comptable. On accompagne une trentaine d'organismes de formation, d'où un certain nombre sont financés par le CPF. Il nous a paru intéressant avec l'équipe de PulsoF d'avoir un regard croisé sur nos expériences, sur les zones de risque et sur les points d'attention que vous devez avoir en tant qu'organisme de formation dès lors que vous avez une part significative de votre financement qui provient du CPF. Voilà. Très bien, merci à vous d'être présent en tout cas. Donc, organisme de formation présent sur EDOF, êtes-vous dans les clous? C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui de voir ensemble. Premièrement, on va un petit peu faire un rappel de tous les abus, tous les risques qu'il y a eu autour du CPF, ce qui a mené à l'organisation de ce live. Ensuite, on fera un point un peu plus axé sur la réglementation CPF, les accès au référencement, puis les fameux points de vigilance. C'est là qu'on abordera notamment les contrôles. Et enfin, on
on verra ensemble en conclusion un petit peu ce que vous avez comme questions. Et c'est pour ça qu'on voit vos questions dans le chat et on y répondra plutôt à la fin. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez des questions passer, de les liker. Comme ça, ça permettra de remonter les questions les plus en train pour les participants qui veulent qu'on y réponde. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le CPF, donc ce dispositif public qui nous permet de financer nos formations professionnelles, il a subi malheureusement pas mal d'abus. Et si vous vous souvenez au lancement, l'accès à EDOF se faisait sans aucun procès. C'était assez facile et la facturation également. Seulement, ça a conduit tout ça à un tas d'abus. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu tout ce renforcement, l'introduction de Calliope, l'accès à la plateforme EDOF qui a été de plus en plus réglementée et très compliqué d'accès. Et donc, on arrive à aujourd'hui même, le 26 février, à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation qui vient encore encadrer ça, qui est le plafonnement des formations mobilisables pour le CPF, qui passe maintenant à 1 600 € de mémoire, 1 500 €. Ouais, 1 500 € pour les formations certifiantes enregistrées au RS uniquement. Donc, si vous proposez des actions certifiantes aboutissant, préparant à un RNCP, vous êtes exempté de ces plafonds-là. Pour les bilans de compétences, les fonds mobilisables sont plafonnés à 1 600 €. Et enfin, pour le permis de conduire, il est plafonné à 900 €. Ce qui veut dire qu'il y a un reste à charge pour l'élève. Exactement. Voilà. Exactement, c'est ça, oui. Exactement, le reste à charge sera plus important. Et donc, tous ces abus-là ont conduit, comme je disais, à un encadrement plus poussé, à une réglementation beaucoup plus accrue autour de tout ce dispositif-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est pas la fraude volontaire. Nous c'est pas ça qu'on va aborder aujourd'hui. C'est plutôt voir avec vous les erreurs réglementaires fréquentes qui sont faites par les organismes de formation et comment on va pouvoir y répondre ensemble et comment on va pouvoir vous éclaircir un petit peu tout ça parce que parfois, ça peut être mal interprété de la part des organismes de formation alors que la documentation est plutôt bien fournie. Donc, c'est ça qu'on va essayer aujourd'hui de voir ensemble. Donc, Pascal, quelles sont les difficultés principales identifiées vis-à-vis des DOF que tu as pu constater depuis 2018 ? Alors, les difficultés, les principales difficultés, c'est comme tu le disais assez bien, c'est effectivement, il y a eu des effets d'aubaine. Il y a eu des effets d'aubaine qui ont eu lieu avec parfois des formations qui étaient financées dans le cadre du CPF, mais qui ne répondaient pas du tout au cahier des charges, ce qui a amené progressivement la Caisse des dépôts à intervenir et à sanctionner les OF qui avaient un peu exagéré, voire beaucoup exagéré sur les sujets. Donc, elles ont été amenées à faire des contrôles de plus en plus réguliers, de plus en plus sévères, on le verra par la suite. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de redéfinir et de repréciser le cadre du CPF pour que demain, quand vous allez avoir affaire au contrôle, vous soyez dans les clous. Il y a des vrais effets sur le plan économique. C'est s'il y a un contrôle CPF qui ne se passe pas bien, ça peut mettre à plat complètement votre structure, puisque ça peut représenter une part très significative de votre activité. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est moi, je me positionne comme financier sur la partie risque lié, c'est un risque systémique, et puis l'équipe PulseF voit plutôt l'aspect sous une autre dimension, et la dimension, c'est la dimension réglementaire. Voilà. C'est ça, absolument. Et donc, toutes ces mauvaises interprétations, toute cette sous-traitance mal encadrée, ou ces contenus qui sont non conformes au référentiel, c'est ça aujourd'hui qu'on va pouvoir aborder ensemble. Lamia, on passe, je pense, à la partie réglementation. Exactement. Je te laisse la main. Merci. Donc, la réglementation, actuellement, vous le savez, elle est très spécifique, notamment concernant l'accès et le référencement à EDOF.
En réalité, pour proposer des actions éligibles au CPF, il va falloir faire attention à 2 niveaux d'éligibilité. Premièrement, une éligibilité au niveau de votre organisme de formation. Donc, comme vous le savez, il faut impérativement être certifié Calliope. Également que le représentant légal n'ait pas été condamné pour des faits de mauvaise gestion d'entreprise ou autre. Et également, bien sûr, avoir des compétences avérées et pertinentes au niveau de votre équipe pédagogique. Il y a également le second niveau d'éligibilité qui concerne là les actions que vous allez proposer. Donc, actuellement, il faut impérativement que les actions soient ou certifiantes, donc qui soient enregistrées sur le répertoire spécifique ou le répertoire national, donc le RNCP, ou qu'il s'agisse d'actions qu'on appelle actions de droit, comme par exemple le permis de conduire, le bilan de compétences, qui, elles, n'aboutissent pas à proprement parler à une certification professionnelle. Donc, il faut vraiment être au clair sur ces 2 niveaux d'éligibilité. Également, la responsabilité de l'organisme, il faut vraiment avoir en tête tous ces points qui peuvent forcément faire l'objet d'un contrôle, et on le verra par la suite. Donc, en tant qu'organisme de formation qui propose des actions éligibles au CPF, vous avez la responsabilité du contenu pédagogique, de votre conformité administrative qualitative, bien entendu, et c'est vous qui devez apporter les justificatifs en cas de contrôle. Concernant le dernier point, les sous-traitants, attention, lorsqu'on sous-traite une partie ou la totalité d'une action de formation, on ne déplace pas la responsabilité sur ces sous-traitants. Vous êtes tout de même le donneur d'ordre, donc il en va bien entendu de la bonne sélection de vos sous-traitants et de vérifier qu'ils respectent à eux-mêmes certaines conditions, et on le verra également par la suite. Rapidement, Pascal, justement, est-ce que toi, tu as vu des difficultés justement sur la compréhension de cette responsabilité? Est-ce que tu as tendance à voir justement que les donneurs d'ordre on déplace un peu la responsabilité sur les sous-traitants ou autres? Alors, les EF sont quand même très conscients du plafond de 80% qu'ils ne doivent pas dépasser. Oui. Et ça peut poser certains sujets en fonction des modèles pédagogiques et des modèles économiques qu'ils ont retenus. Après, ils sont bien, enfin, pour la plupart, ils sont quand même très conscients que c'est l'OF en lui-même qui est responsable de son activité, qui est responsable vis-à-vis de sous les aspects réglementaires, et voilà, ne cherche pas forcément à se dédouaner sur les sous-traitants, même si ça peut être une tendance, mais c'est pas ce que j'observe moi. Enfin, pour ce qui est des OF que je suis. Voilà. Parfait, merci Pascal. Rapidement, les conséquences des référencements, donc elles sont crescendo entre guillemets. Donc vous pouvez avoir premièrement un avertissement, une mise en demeure, puis ça monte très rapidement dans les aigus, une suspension immédiate, donc en gros un blocage des paiements. Donc qui va bien entendu occasionner une perte de chiffre d'affaires, mais là je vais laisser quand même Pascal s'exprimer sur cette partie-là qui le concerne, car voilà, il voit les structures qui peuvent vaciller. Puis on a un risque de remboursement des sommes indûment perçues. Et petite information, sachez que la Caisse des dépôts a totalement le droit de vous dénoncer auprès d'autres services de l'État s'ils jugent qu'il y a matière à. Et également, un risque dont on parle peu, c'est le fait que la Caisse des dépôts puisse porter plainte. Elle peut totalement porter plainte si elle estime que c'est justifié. Pascal, justement, suite à des référencements, des remboursements de sommes perçues, etc., qu'est-ce que tu peux nous partager comme… Alors, ce que je peux vous partager, voilà, il y a un cas d'un client qui récemment a fait l'objet d'un contrôle de service fait, puis c'est a priori plutôt par le passé. Et puis 3 mois après, il a fait l'objet d'un autre contrôle, et ce contrôle-là était du niveau, on va dire du niveau 2. Et là, le premier jour du contrôle, ils ont suspendu l'intégralité des paiements. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où les formations doivent continuer, d'accord, mais par contre, il y a
aucun financement qui tombe dans le compte bancaire du client, de l'OF, et ce qui peut le mettre en grave difficulté. Ça, c'est le premier point, et ça arrive quand même de façon très fréquente. Voilà, donc c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, j'ai rencontré des cas où on va dire l'OF n'était pas diligent sur un certain nombre d'éléments fondamentaux du cahier des charges, et notamment sur le service fait. Et dans ce cas-là, la Caisse des dépôts a demandé le remboursement des sommes. Et là, en l'occurrence, ça portait, sur le cas que j'ai en tête, sur une somme de 230 000 euros. Donc voilà, les enjeux sont très importants pour vous, et il faut bien, voilà, c'est pas la roulette russe. Vous savez que de toute façon vous serez contrôlé, et donc l'idée, l'objet de ce webinaire, c'est de vous porter attention sur les points critiques pour vous, et puis faire du préventif. On est là pour faire du préventif, parce que de toute façon, du curatif, c'est trop tard, et on le verra plus tard. Quand vous avez des contrôles, c'est trop tard. Donc l'idée, c'est de faire du préventif et que vous soyez dans les clous, parce que ça peut mettre en péril votre structure. Voilà. Parfait, merci Pascal. Et justement, on y vient. Donc, on aborde ensemble les fameux points de vigilance majeurs. Donc, on commence par la sous-traitance. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question justement sur la sous-traitance. Donc, j'y réponds dans un instant. Donc, la sous-traitance, elle est bien entendu autorisée, mais il faut qu'elle soit cadrée. Donc, qu'est-ce qui veut dire par le cadrage? Il faut bien entendu que vous vérifiez que votre prestataire est légitime en termes de compétences, mais également en termes de réglementation. Donc, qu'il dispose bien d'un numéro NDA. Concernant la certification Calliope des sous-traitants, elle est obligatoire sauf si il est en statut de micro-entreprise et qu'il ne dépasse pas le seuil, donc le seuil de chiffre d'affaires annuel de 77 700 € de mémoire. Concernant la contractualisation, elle est bien entendu obligatoire à l'écrit, mais bien au-delà de ça, il y a des mentions à respecter, comme la mission exercée, c'est-à-dire qu'est-ce que vous lui sous-traitez au final, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation de la formation, le contenu et la sanction de la formation, c'est-à-dire la formation, elle aboutit à est-ce qu'elle aboutit justement à une certification s'il s'agit d'une formation certifiante ou s'il s'agit d'une action de droit comme par exemple un bilan de compétences, quelle est la sanction de cette formation. Et pour finir, concernant les mentions à préciser sur le contrat de sous-traitance, la durée et la période de réalisation. Et bien entendu le montant de la prestation. Donc vous voyez bien, ne serait-ce que le contrat, voilà, on ne peut pas le faire, on peut pas le faire de tête. Il faut impérativement qu'il respecte un certain formalisme. Également, si vous êtes d'ores et déjà référencé sur EDOC, je pense que vous avez vu passer un petit bandeau, une petite bannière qui vous invite à déclarer vos sous-traitants. Donc, il s'agit d'une déclaration obligatoire. Et pour finir, le fameux quota annuel de 80%. Donc, ce quota, qu'est-ce qu'il vise? Alors, en fait, il faut que votre chiffre d'affaires issu des formations éligibles au CPF, donc en gros, le produit perçu via le CPF, il faut que ce chiffre d'affaires-là, vous ne dépassiez pas 80% de ce chiffre d'affaires réalisé en sous-traitance. Donc, pour reprendre un exemple basique, si vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 100 000 € via le CPF, eh bien, il va falloir voir parmi ces 100 000 €, le CA, est-ce qu'il a été réalisé par 80% de vos sous-traitants, 70, 65. Si c'est plus de 80%, attention, vous êtes dans l'illégalité. Donc voilà, donc je sais que ce quota, il est assez difficile à comprendre. Si c'est encore mal compris, n'hésitez pas à nous faire un retour sur le chat. On y consacrera on y fera un bref focus. Oui, concernant les erreurs. Oui, juste un point d'éclaircissement. En fait, c'est le CA facturé à l'année. Voilà, CA facturé à l'année qui correspond aux prestations sous-traitées. Exactement, c'est ça. Voilà, dans le cadre de, si vous facturez 100 000 € de CPF et 80%, c'est-à-dire 80 000 €, dans l'exemple que je vous donne,
80 000 euros est facturé et que la prestation est réalisée par des sous-traitants, eh ben c'est cette limite-là qu'il faut respecter. Voilà. Exactement, c'est ça. Donc, on est bien, comme tu l'as précisé, merci Pascal, sur le CA engrangé et non le montant que vous allez facturer à vos sous-traitants. Voilà. Donc, c'est un peu tricky. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Concernant les erreurs et les risques, donc bien entendu que vous ne déclariez pas vos sous-traitants, qu'il y ait une absence de contrat formel, hein, comme on l'a, qui respecte le formalisme énoncé précédemment, le dépassement du quota et bien entendu une sous-traitance en cascade. Donc attention, hein, lorsque vous mobilisez un sous-traitant, vous devez bien cadrer avec lui le fait qu'il ne sous-traite pas lui-même. Est-ce qu'un OF qui est sur EDOF, qui n'a pas de sous-traitant, doit quand même faire sa déclaration? Oui, merci. Justement, c'est les idées reçues. Donc là, en l'occurrence, c'est l'idée reçue numéro 3. Donc, pas de sous-traitance, pas d'obligation déclarative. C'est faux. Vous devez justement déclarer. Donc, vous cliquez simplement sur non. Non, je n'ai pas de sous-traitant. Et là, vous serez tranquille. Concernant les deux autres idées reçues, donc Calliope est obligatoire pour tous les sous-traitants, c'est vrai, sauf pour une petite exception, comme je vous l'ai dit, pour les micro-entrepreneurs dont le CA n'excède pas le seuil, hein, donc le seuil en tant que micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, de 70 700 €. Calliope suffit pour les sous-traitants? Eh bien non. Calliope, c'est une obligation en termes de qualité, enfin de process de qualité pour percevoir des fonds publics, tandis que là, on est quand même sur on est sur un autre niveau qui est justement, est-ce que vos sous-traitants respectent la réglementation des DOF? Donc là, bien entendu, je vous invite fortement à lire les différents guides, surtout les conditions générales. Donc l'article 7 fait mention de vos obligations en tant qu'organisme de formation. Donc très très important. Également, vous avez les conditions particulières des organismes de formation à l'article 4 qui justement mentionne, fait état des manquements et des risques justement que vous encourez si un manquement il y a. Donc vraiment, pour répondre à la question qui a été posée sur le chat, il faut bien entendu vérifier que votre sous-traitant a bien son NDA, qu'il détient la certification Calliope s'il n'est pas sous le joug de l'exemption. Également, vérifier au fil de la relation, de la collaboration, qu'il respecte les missions que vous lui avez confiées, qu'il respecte pour vous votre process qualité. Donc ça, c'est l'indicateur 27 du référentiel national qualité, donc de la certification Calliope. Donc voilà, donc vraiment, il faut que vous ayez quand même un œil sur les sous-traitants et non pas que vous vous disiez, bon, bah, je sous-traite, je fais une translation de la responsabilité. Pas du tout. D'ailleurs, Lamia, pour rebondir là-dessus, une des erreurs fréquentes également, c'est justement l'investigation du sous-traitant. On ne va pas assez en profondeur regarder les compétences du sous-traitant lorsqu'on l'emploie pour faire de la formation. Et ça, on y reviendra, je pense, plus tard quand tu vas décrire les contrôles, mais ça, c'est un élément qui est évalué, qui est contrôlé par la Caisse des dépôts. Exactement, c'est ça, avoir la bonne concordance entre le profil et l'action visée, totalement. Abdelhakim, je te laisse la parole pour la correspondance avec la certification. Impeccable, merci Lamia. Donc, comme vous le savez, pour accéder à EDOF, il faut proposer une formation certifiante. Et donc, on peut soit être habilité auprès d'un partenaire qui a déjà un RS ou un RNCP. Là, dans l'exemple que je vais donner, je vais partir sur du RS parce que ça concerne la majorité des OF sur EDOF. Mais donc, ce RS-là, quand il a été déposé par un organisme, il a été déposé avec un référentiel pédagogique qui a été validé par France Compétences. Ce référentiel pédagogique liste donc tous les points qui sont évalués, tous les modules qui vont être évalués, bien détaillés. Là où il y a des problèmes, c'est que les formations proposées dans le catalogue CPF
ne sont pas tout le temps en adéquation avec ce référentiel pédagogique. C'est-à-dire que sur une formation Excel, on prend l'exemple de Excel, il y a quelques partenaires qui ont des RS Excel. Les gens, les OF, vont avoir des programmes de formation sur le catalogue. Et lorsqu'on compare ça avec le référentiel pédagogique, on voit des écarts. Soit il va y avoir des manquements, il manque des éléments qui ne sont pas fournis dans la formation. Il n'y a pas dans cette prestation-là des éléments qui sont fournis alors qu'ils devraient l'être au vu du référentiel pédagogique. Ou à l'inverse, il va y avoir des modules en plus. Et même des modules en plus, si on pourrait se dire oui, je donne plus, donc c'est pas grave, mieux vaut plus que moins. Mais non, il faut respecter strictement le référentiel pédagogique dont l'habilitateur vous a donné droit et qui a eu, lui, son habilitation auprès de France Compétences. Il ne faut pas être en écart là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est contrôlé. Lamia le présentera tout à l'heure dans les contrôles, mais c'est quelque chose qui est très, très, très souvent pas dans les clous, pour reprendre le titre du live. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple dans le cadre d'une formation Excel Plutôt dans le cadre d'une formation Excel, qu'est-ce qui pourrait être fait? Par exemple, on va avoir un intitulé d'une formation qui est basique d'Excel. Voilà, quelqu'un qui va faire une formation sur les basiques d'Excel. Or, la formation qui est habilitée, c'est une formation qui est analyse de la donnée avec Excel. Donc, lui, il va faire une formation Excel de base, comment insérer une donnée dans une cellule, comment faire une formule, somme, etc. Donc, il va vraiment expliquer des bases d'Excel, mais le référentiel, lui, il n'a pas été validé pour ça, il a été validé pour de l'analyse de données. Donc, ça a été en fait un moyen détourné pour faire de la formation Excel, alors que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire de l'analyse de données sur du Excel. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Hein. Il va y en avoir, par exemple, autour des contenus digitaux, autour de l'IA. Quelqu'un qui a une formation apprendre à prompter avec une IA générative, et il va nous faire une formation en automatisation ou comment créer un agent IA. Alors que c'est totalement deux choses différentes. Effectivement, les outils seront peut-être les mêmes. On va utiliser une IA générative peut-être pour créer un agent IA. Or, là, la formation ne traite pas sur ça. Elle traite sur apprendre à prompter avec une IA générative. Et donc ça, c'est très, très important de bien respecter ça, d'autant que les référentiels pédagogiques sont extrêmement bien détaillés. Donc, il suffit de les reprendre dans ces modules pour proposer une formation qui est conforme à ce qu'attend la Caisse des dépôts sur la plateforme EDOF. Et quelle bonne pratique, justement, tu conseilles? Parce que toi-même, justement, je le rappelle, hein, tu es formateur et proposes des formations éligibles au CPF. Quelle bonne pratique tu conseilles, justement, pour faire un matching réussi entre le programme de formation et le programme de certification? La première bonne pratique, moi, ce que je recommande souvent, et c'est le plus simple à mettre en pratique, c'est de prendre les blocs et de faire un module par bloc. Donc, quand je fais mon programme de formation, je mets autant de modules de formation que de blocs qu'il y a dans le référentiel pédagogique. Déjà, ça me permet de ne pas en oublier. Et deuxièmement, à l'intérieur de ces blocs, je vais aller regarder les contenus et je remets les mêmes, peut-être qu'ils vont être, ils vont être rédigés d'une autre manière, mais en tout cas, je reprends bien les mêmes attentes en bout de parcours. C'est-à-dire à la fin de ce module-là, normalement, je suis censé avoir appris telle et telle chose au vu du référentiel pédagogique. Alors, il faut que ce soit la même chose avec mon module. D'accord. Et de cette manière-là, on construit son programme au fur et à mesure et on a un programme qui est conforme à ce que EDOF attend. Et si demain, on a un contrôle, au moins, on peut présenter ce programme-là, on peut présenter le référentiel pédagogique et montrer les concordances. Une autre bonne pratique, c'est de mettre en fait un sort de répertorier dans chacune des parties de son programme de formation à quel bloc il appartient. D'accord. Donc, je prends le module 1. Module 1, apprendre à insérer une formule dans Excel. OK, elle correspond au bloc 2 de mon référentiel pédagogique. Parce que l'ordre, bien sûr, l'ordre
lui, c'est pas une obligation de respecter l'ordre dans lequel il y a les blocs. Chaque bloc du référentiel pédagogique doit juste être répondu dans la formation. Qu'il soit répondu en premier, dans mon premier module ou dans le 5e, ça, c'est pas un problème. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Avant de lancer une formation, on se fait habiliter et on analyse correctement le référentiel pédagogique. D'accord. Est-ce que tu penses justement qu'on peut solliciter le certificateur pour, par exemple, lui montrer le programme qu'on a conçu bon, après, parenthèse, dans certains process d'habilitation, justement, vous devez montrer patte blanche, hein, bien entendu, c'est totalement logique. C'est-à-dire que vous devez montrer le programme de formation que vous prévoyez de dispenser. Mais ma question était plutôt portée sur la durée. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de, voilà, par exemple, si on a apporté une petite modification, de toujours faire valider ce programme? Absolument. Et je dirais même de le mettre en fait dans son process interne d'organisme de formation. À chaque fois que je vais proposer, je vais mettre une nouvelle action de formation sur mon catalogue EDOF, je le fais valider en amont par mon habilitateur. Ça me permet, moi, d'avoir déjà un premier contrôle, j'allais dire, qui n'est pas officiel, qui est plutôt officieux, mais au moins, j'ai ça parce que c'est lui qui a eu l'habilitation auprès de France Compétences, ce n'est pas moi. Donc, en lui proposant mon programme de formation, il est capable de me dire oui. Ah, on l'a perdu. Ah mince. Bon, bah écoutez, je vais ouais, petit c'est souci. le problème du direct. Exactement, c'est ça. Au moins, ça vous prouve qu'on est bien en direct. Excusez-nous pour ces petits soucis. Écoutez, je vais simplement reprendre la main. Donc voilà, donc, comme nous disait Abdelhakim, n'hésitez vraiment pas à solliciter l'entité qui vous habilite pour justement être sûr que ce programme leur est conforme. Et bien entendu, je ne peux m'empêcher de glisser cette petite information. Indicateur 7 du référentiel Calliope, excusez-moi, je suis auditrice, on n'oublie pas les bases. Indicateur numéro 7, vous devez faire un tableau croisé entre le programme de certification, justement, le référentiel de certification et votre programme de formation. Donc vraiment, c'est entre guillemets tout simple à faire, hein. C'est vraiment faire un parallèle entre les deux, comme vous l'a également conseillé Abdelhakim. Donc, on passe, ou peut-être avant, Pascal, tu as quelque chose à nous partager. Est-ce que justement cet aspect pédagogique, c'est une difficulté des OF que tu accompagnes? Désolé, j'ai été coupé. Pas de souci. Ça s'est pas de souci, bah ouais. sur un autre navigateur. Je ne sais pas comment ça a été possible, donc ça m'a coupé ici. Désolé. Pardon. Oui, Pascal était en train de répondre à une de mes questions. Oui, c'est jamais des sujets complètement simples et complètement maîtrisés. Donc effectivement, c'est des points de discussion et des points d'achoppement potentiels. Donc il faut faire attention. Et c'est souvent des points qui sont retenus dans le cadre des contrôles. D'accord, parfait. Écoutez, on passe à la suite. Abdelhakim, pareil, tu nous éclaires-nous sur la tarification. Idem. La tarification, je pense que les auditeurs, ils ont pu le constater. Sur le catalogue CPF, en fait, on va avoir des disparités de prix sur des mêmes formations. On va avoir des OF qui sont habilités chez le même habilitateur. Je reprends mon exemple d'Excel. On va être chez le même habilitateur, mais on peut avoir des formations qui vont aller du simple au triple, voire même au quadruple, voire même plus, sur une même formation, sur une même durée. Qu'est-ce qui va expliquer ça ? Je ne sais pas. Et de là, c'est pour ça que je dis, de là, il faut une cohérence dans les formations qu'on va proposer. Bien sûr, une formation, en fonction du type de formation, ça ne sera pas le même prix. Ça, il n'y a aucun problème. Et même la Caisse des dépôts, je pense que elle l'accepte, il n'y a aucun problème. Le problème, il est sur une formation où des OF vont mettre une même formation, par exemple en e-learning, en présentiel et en distanciel, et ils vont vous mettre des formations plus longues, moins chères que des formations moins longues, ce qui n'a pas vraiment de sens. Et de là, ce que je recommande, moi, lorsqu'on met une formation avec un prix, c'est toujours de tarifer ce prix-là en tarif horaire. Une formation en présentiel, en distanciel, on peut dire que l'horaire peut être le même.
Encore que, il peut y avoir des débats. Mais sur un e-learning, on ne peut pas avoir un même tarif horaire sur un e-learning que sur une formation où je dois, moi, me mobiliser de manière présente toute une journée ou sur un slot horaire de 21 heures, par exemple, si c'est une formation de 21 heures. Donc là, déjà, première incohérence. Chiffrer, tarifer une formation en e-learning au même prix qu'une formation en présentiel ou en distanciel. La deuxième, ça va être les surfacturations. C'est-à-dire que la moyenne du marché, on est sur un tarif horaire à 80 euros, par exemple, et nous, on est à 200 euros sur ce domaine-là. Là, on est sur de la surtarification. Soit on a vraiment quelque chose de solide pour justifier ça, une renommée, on a des vraies compétences, etc. Quand je dis des vraies compétences, c'est-à-dire on est surdiplômé pour présenter cette chose-là, ou alors on va faire intervenir du matériel, par exemple, du matériel assez poussé, je ne sais pas, de la virtue, de la réalité augmentée, etc. Des choses, je ne sais pas, je donne des exemples. Donc là, oui, ok, on peut justifier demain. Mais si c'est une formation qui se fait de la même manière que tous les OF, et nous, on est 3 fois le prix du marché, dans ce cas-là, on est en surfacturation, et donc là, on peut avoir des problèmes en cas de contrôle, parce qu'on va nous demander qu'est-ce qui justifie votre surtarification par rapport au prix du marché. Donc, toujours garder, essayer de mobiliser ça en tarif horaire, et ensuite, ça nous donne le prix final de notre formation. C'est une formation de 21 heures. Je tarifie ça à 100 euros de l'heure. Donc, ça me fait une formation à 2100 euros. Je suis capable de l'expliquer sur un tarif horaire parce qu'une formation en distanciel ou en présentiel, je suis sur un TJM de 700 euros au jour. Voilà, la formation, c'est 7 heures, par exemple, par jour. Donc, il y a une cohérence. Je suis capable d'expliquer ça de manière très cohérente au vu de mes expériences, au vu de mes diplômes, etc. Si je ne suis pas capable, dans ce cas-là, je me réfère au marché. Qu'est-ce qui se fait sur le marché? Et je tarifie avec la moyenne du marché, très simplement, pour être aligné avec ce qui se fait sur le marché et ne pas avoir des prix disproportionnés ou des choses complètement incohérentes. Donc ça permet justement de répondre en cas de contrôle avec ces éléments-là bien détaillés. Parfait, merci Abdelhakim. Pareil, Pascal, des bonnes pratiques concernant la tarification ou peut-être justement des cas de figure qui t'ont interpellé au sein de tes clients? Voilà, ce qu'on peut constater, c'est effectivement il y a une grosse différence tarifaire parfois et du coup, ça interpelle très logiquement. Donc, oui. C'est un sujet qui convient de remettre à plat et effectivement faire une analyse à la fois du marché et puis de la décomposition de la formation pour que du coup, que la tarification retenue soit cohérente avec à la fois le prix de marché et puis ce qui est proposé, ce qui me paraît logique. Okay. Parfait, merci. Donc, on passe… J'ajoute un dernier point, c'est qu'une surtarification peut vous conduire à déclencher un contrôle. De quelle manière? De la manière où le stagiaire n'a pas eu satisfaction sur la formation, où s'aperçoit qu'à côté, les concurrents sont 3 fois moins chers et donc lance une alerte sur Head-Off et vous le signale. Et donc là, c'est un déclenchement de contrôle immédiat. Donc vraiment, faire attention à vraiment rester équilibré entre quelles sont les pratiques du marché d'un point de vue tarifaire et l'adéquation avec ce que je disais précédemment dans la partie précédente, avec l'adéquation du service proposé, de la formation proposée, pour éviter justement une satisfaction du stagiaire. Totalement. Merci Abdelhakim. Justement, ça nous fait une transition concernant la partie contrôle. Donc, on va d'abord décortiquer les différents types de contrôle. Donc, on a premièrement le contrôle de service fait, qui est un contrôle qui se fait à distance. Son objectif est de vérifier justement la bonne exécution de la formation. Donc, bonne exécution de la formation, c'est-à-dire qu'elle a bien eu lieu, qu'elle a bien respecté le programme de formation comme ce qui était présenté sur votre catalogue Head-Off, qu'elle a bien été réalisée sur la durée énoncée, sauf cas d'adaptation ou d'individualisation du temps de la formation.
Donc, le périmètre, quel est-il? Il s'agit de dossiers de formation que vous clôturez. C'est-à-dire que lorsque vous clôturez justement le service, le service fait, hein, vous déclarez la sortie de votre apprenant, eh bien, vous recevez un mail hein, vous informant justement du dossier sélectionné avec une liste de pièces justificatives que la Caisse des dépôts appelle pièces probantes. Donc, probante, c'est un peu flou, entre guillemets, mais bon, on appelle tout de même à votre bonne logique en tant que responsable d'organisme de formation. Donc, la liste, comme ça, de tête, elle va... il vous est demandé justement les preuves de l'évaluation, les preuves du programme de formation, est-ce qu'il a été adapté ou non, quel type d'évaluation vous avez fait tout au long de la formation. Également, le contrat, la manière dont vous contractualisez avec le formateur. S'il s'agit d'un contrat interne, le contrat adéquat. S'il s'agit d'un sous-traitant, le contrat de prestation à fournir, etc. Donc, en fait, là, c'est vraiment un contrôle, si je puis dire, de routine. C'est-à-dire qu'on veut simplement s'assurer que la formation a bien eu lieu. Concernant le délai, donc, vous avez 5 jours ouvrés pour transmettre les éléments demandés. Le contrôle de conformité, si un jour vous avez un contrôle de conformité, c'est une mauvaise nouvelle parce que justement les contrôles de conformité sont réalisés suite à un signalement. Donc ça peut être un signalement hein, de n'importe quelle partie prenante. Hein. Mais le contrôle de conformité reste assez rare. Donc, sur quoi ils portent? Déjà, c'est un contrôle par échantillon. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont piocher, entre guillemets, des dossiers qui les intéressent. Ils vous transmettent l'échantillonnage. Quel est son objectif? C'est vraiment de vérifier que vous respectez les conditions de référencement. C'est-à-dire, justement, est-ce que vous ne proposez pas, je vais prendre un exemple très biaisé exprès, hein, est-ce que vous ne proposez pas justement de la formation rehaussement de cils sur un référentiel, sur une certification Excel? Malheureusement, ça a déjà été le cas. Et ça, clairement, vous ne respectez pas les conditions de référencement. Donc, le périmètre du contrôle de conformité, il porte sur les actions de formation, en l'occurrence celles qui auront été échantillonnées, et l'organisme de formation. Donc, quand on contrôle l'organisme, il va s'agir de justement la pertinence des formateurs, comme tu en parlais précédemment, Abdelhakim, la pertinence des formateurs, la manière dont vous contractualisez avec eux, est-ce que justement ils sont bien détenteurs d'un NDA et d'une certification Calliope, etc. Le délai, il s'agit d'un délai de 10 jours ouvrables pour transmettre les pièces. Donc, attention à une petite subtilité, mais qui est très, très importante. Jour ouvré et jour ouvrable. Voilà, donc ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. Donc, les contrôles, de manière générale, ils vont vraiment se faire sur deux cadres d'analyse, entre guillemets, donc la réglementation, le code du travail, notamment s'il s'agit d'actions de droit, comme le bilan de compétences. Attention, le bilan de compétences, il faut bien qu'il y ait trois phases, investigation, préliminaire, investigation et conclusion de mémoire. J'espère ne pas m'être trompée. Et également le respect des conditions générales. On en parlait tout à l'heure, hein, article 7, en tant qu'organisme de formation, vous avez des obligations à impérativement respecter. Donc, contrôle satisfait, contrôle de routine, contrôle conformité, une mauvaise nouvelle. J'espère que vous n'en aurez pas. On passe au dernier type de contrôle, le contrôle qualité. Donc, le contrôle qualité, son périmètre est le même que le contrôle de conformité, donc à savoir action de formation et organisme, donc avec toutes les obligations en tant qu'organisme de formation. Donc, il est divisé en deux niveaux. Donc, vous avez un niveau 1 standard qui est un contrôle à distance et un niveau 2 exhaustif, un contrôle approfondi, visite sur site. Donc, ayez bien en tête que le contrôle peut s'arrêter au niveau 1.
si la Caisse des dépôts, justement, juge satisfaction et estime que vous leur avez apporté tous les éléments nécessaires pour s'assurer de, justement, la qualité de vos actions. Pardon. Le niveau 2 exhaustif, c'est un contrôle qui va être approfondi et qui va exiger une visite en présentiel sur votre site de formation. Donc là, justement, ils peuvent également, ils auront totalement le droit d'échanger avec les stagiaires pour justement s'assurer de vos bonnes pratiques. Là, le délai, il s'agit de 10 jours ouvrables pour répondre. Donc, pour vous donner quelques exemples, on va être sur justement l'adéquation du programme de formation avec le référentiel de certification. Est-ce que justement vous veillez à individualiser et à adapter si nécessaire la prestation à vos stagiaires, la gamme des prix. Donc, est-ce que justement vos prix sont corrects, sont légitimes selon la tarification du marché. Également, les CV de certains membres de l'équipe pédagogique pour estimer s'ils sont pertinents en fait sur le poste qu'ils occupent. Pascal, est-ce que tu as des… Oui, alors j'ai des commentaires. Alors, on peut se poser la question, savoir, alors, une première remarque, si vous regardez les délais de réponse, ils sont très courts. Donc, les différents délais de réponse au contrôle sont très courts, ce qui veut dire que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas faire du curatif, on peut faire que du préventif. Si vous avez un contrôle, c'est déjà trop tard, parce qu'il n'y a pas le temps de remonter le dossier et de le faire pas. Donc ça, c'est le premier constat. Le second constat, et ce sur quoi j'aimerais vous informer, vous sensibiliser, c'est pourquoi on a des contrôles. Alors souvent, c'est ce que disait Lamia, c'est un signalement, c'est un mécontentement d'un de vos stagiaires qui fait un signalement comme quoi, il n'a pas suivi toute la formation, ses accès lui ont été coupés et ainsi de suite. Et dès lors qu'il y a signalement, plusieurs signalements en l'occurrence, et bien effectivement, ça déclenche systématiquement le contrôle. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un deuxième point qui est important, c'est votre croissance, la croissance importante de votre chiffre d'affaires avec un financement CPF important. C'est qu'effectivement, moi, j'ai un client qui s'est pris un contrôle récemment, il faisait de l'ordre de 600 000 euros de chiffre d'affaires en 2024 et 2,5 millions en 2025. Inutile de vous dire qu'il s'est pris en l'occurrence 2 contrôles, un premier contrôle de service fait et un deuxième contrôle de conformité. Voilà, donc l'idée c'est 1, je ne peux pas faire de curatif, c'est trop tard. 2, quels sont les éléments déclencheurs et les éléments déclencheurs, c'est votre niveau d'activité et puis effectivement des signalements qui proviennent de vos stagiaires. Voilà, point à suivre comme le lait sur le feu. Absolument. Exactement, totalement, sachant que petite information que vous avez peut-être vu passer, en 2025, la Caisse des dépôts a annoncé 1000 contrôles qui vont être réalisés. Là, je pense qu'on est en plein dedans. Enfin, voilà, on a déjà des clients qui sont en plein contrôle, également des membres de notre réseau dont les clients eux-mêmes sont contrôlés. Donc, voilà, vraiment… Comme l'a dit Pascal, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut vraiment se poser les bonnes questions en amont sur toute la traçabilité de vos éléments justificatifs. On passe à la conclusion avant de répondre à toutes les questions, ou du moins on va essayer de répondre à un maximum de questions. Abdelhakim, je te laisse conclure. Oui, donc comme vous l'avez vu, et comme l'a dit Pascal si bien, il faut faire du préventif et pas du curatif. De toute façon, le curatif, au vu des délais très courts, ça ne sera pas possible, sauf miracle. Et donc, de là, nous, on est là pour vous accompagner là-dessus. Donc, en proposant des audits internes dans lesquels on va un petit peu repasser en revue certains dossiers et d'offres pour voir s'ils sont conformes, etc. Pascal, lui, c'est plutôt sur la partie comptable. Pascal, que toi, tu peux accompagner. Si tu peux un peu plus détailler. Oui, c'est ça. Nous, en tant qu'expert comptable, on accompagne des OF. On connaît très bien l'activité parce que, comme je disais tout à l'heure,
on accompagne une trentaine d'OF, dont un bon nombre font appel au CPF. Donc, on les accompagne, on les sensibilise sur les points qui peuvent fâcher. Et puis, on les suit d'un point de vue gestion, pilotage de gestion et sur tous les aspects CFA notamment, toutes les problématiques spécifiques qu'on peut rencontrer dans le cadre d'OF, CFA, comptabilité analytique, enfin tous ces sujets-là qui relèvent du financier, mais pour lesquels le risque lié au contrôle CPF est important. Voilà. Absolument. Merci beaucoup Pascal pour ta présence. Merci Lamia. On va passer aux questions, justement. On va essayer de passer aux questions. Désolé, on a pris un peu de retard sur le temps. C'est parce qu'on est passionné, c'est pour ça. C'est sûr, oui, c'est un sujet houleux, donc c'est pour ça qu'on a voulu prendre aussi le temps de détailler certains éléments. Houleux et douloureux. Oui, douloureux. Ouais. Et même dans le chat, il y a des échos sur. Il y a des personnes qui sont en plein dans le contrôle. Écoutez, j'espère que ça se passe bien. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on partagera nos adresses mail en fin de webinaire. Abdelhakim, je te laisse peut-être la main sur une question. Ouais. Donc, on a une question de Laura. Le plafonnement n'est pas lié aux abus de plus en plus réduits, mais plutôt au budget de l'État. Non. Je pense pas que c'est par rapport au budget, parce que ça fait plusieurs années maintenant que les budgets sont à peu près reconduits. Ils n'ont pas baissé significativement. Si ce n'est peut-être l'apprentissage qui a pris un petit. Oui, l'apprentissage, oui, a été impacté. Mais vraiment, ce qui déclenche, ce qui a vraiment l'élément moteur, ça a été vraiment les abus. C'est les abus qui sont à l'origine du renforcement de toute cette régulation. Donc plus que la réduction des budgets. Oui, et pour apporter aussi un petit élément, cette loi-là a été, provient de la loi de la lutte antifraude, de la loi finance antifraude. Donc vraiment, il y a un aspect budget public, oui, parce que justement, France Compétences qui collecte les fonds publics doit les dispatcher, et ça, bien entendu, ça fait des coûts en interne, mais il y a réellement justement une volonté de mettre à mal la fraude. Alors, ensuite, on a Tiffany. Comment s'assurer de manière efficace du respect des exigences par nos sous-traitants? Donc, Lamia, est-ce que tu as des éléments sur ça? Oui, bien sûr, oui, comme on l'a détaillé précédemment. Donc, bien entendu, s'assurer qu'ils ont bien un NDA, qu'ils ont leur certification Calliope, mettre en place un contrat de sous-traitance extrêmement détaillé avec quelle mission vous allez leur confier, la durée de la mission, la tarification, bien entendu, également les obligations de chaque partie, de vous en tant que donneur d'ordre et vis-à-vis d'eux en tant que sous-traitants. S'assurer également, faire de petits contrôles tout au long de la collaboration, voilà, pour s'assurer qu'ils respectent bien votre process qualité, qu'ils respectent bien les obligations que vous leur avez confiées. Donc, c'est très, très important. Bien entendu, au-delà de ça, lors de la sélection, bien s'assurer qu'ils détiennent les compétences sur les actions que vous voulez leur confier et les diplômes adéquats, etc. Une question sur la sous-traitance de Sylvie. Concernant les 80% de sous-traitance, est-ce que c'est sur le CA global de l'organisme de formation ou sur la partie d'activité concernée, je suppose, par le CPF? Puisqu'après, elle nous donne un exemple bien détaillé. Donc là, par exemple, une activité de bilan de compétences qui est financée au CPF, est-ce que ces 80% de sous-traitance sont uniquement sur le bilan de compétences financé par le CPF ou alors sur les 80% de l'organisme global? Alors, on est sur le chiffre d'affaires global qui provient du CPF. Donc, si justement vous réalisez, il faut vraiment prendre, vous voyez, un exemple assez simple, entre guillemets, la case sur votre bilan pédagogique et financier, où justement, il y a une case sur la nature le cadre A ou B, sur la nature des produits, d'où ils proviennent. Eh bien, il faut vraiment prendre le CA que vous déclarez via mon compte formation. Et en fait, c'est ce CA-là que vous devez analyser. Et il ne faut surtout pas que 80% de ce CA, plus de 80%, pardon, soit issu de la sous-traitance. Donc, pour résumer, c'est bien le CA CPF.
en l'occurrence. Oui, c'est ça, exactement. Pauline, que se passe-t-il pour le certificateur si un de ces organismes habilités informés ne répond pas correctement au contrôle de la Caisse des dépôts? Là-dessus, pour le certificateur lui-même, ça va pas forcément déclencher après un contrôle en cascade de toute la chaîne. Par contre, si c'est répétitif, c'est tout le temps avec le même certificateur, il peut y avoir après des signalements, par exemple, de la Caisse des dépôts auprès de France Compétences. Et donc là, France Compétences va venir recontrôler potentiellement qui sont habilités, qui sont les organismes habilités auprès du certificateur. Donc, si je dois résumer, au départ, il n'y a pas de déclenchement en cascade. Si c'est répété, par contre, ça peut influer après aussi sur le certificateur. Oui, c'est ça. Au non-renouvellement de son titre. Exactement. Tout simplement. Ou un retrait de la certification. Hein. Bien entendu, encore une fois, là, on est à peu près sur le même modèle de la sous-traitance. La responsabilité, il n'y a pas une translation de la responsabilité sur vos organismes habilités parce que justement, le certificateur a l'obligation de sélectionner qui il habilite. Donc, bien entendu, vous devez sélectionner avec soin les organismes que vous habilitez sur EDOF. Donc, on a Béatrice, nous souhaitons mettre en place le CPF dans notre CFA. Pouvez-vous me dire s'il existe un accompagnement pour la mise en place du CTF ou un tuto? Oui, c'est quelque chose qu'on propose, c'est une prestation qu'on propose. On en a des CFA qu'on a habilité, enfin qu'on a monté les dossiers jusqu'à EDOF, donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pourrez nous contacter à l'issue de ça. Lamia, tu peux mettre les adresses mail peut-être le temps qu'on répond aux questions. Oui, bien sûr. Ça permettra aux auditeurs de la noter. À nouveau, Laura, dans le cadre de formations longues, les langues par exemple, les titulaires peuvent demander plusieurs tranches de formation à 1 500 €. Mais à chaque fois, faudra-t-il une certification? Ok. Vas-y, Lamia. Ouais, si je comprends, donc Laura, n'hésitez pas à me dire dans le chat si on a bien compris votre question. Je pense qu'en fait, là, vous faites référence à proposer en fait des sous-morceaux, des sous-formations, pardon, du référentiel de certification. Donc, en gros, à splitter une formation en plusieurs formations. Alors ça, sachez que c'est une mauvaise pratique parce que justement, vous ne pouvez pas comme ça en fait diviser un programme de formation certifiant en plusieurs morceaux. Hein. Et ça, je pense que la Caisse des dépôts est prête à ce que certains organismes pensent à le faire. Donc attention, mieux vaut donner un prix réel et forcément, ça sera aux stagiaires de compléter avec un reste à charge. Concernant, donc là une question de Suzanne, concernant les blocs de compétences, il faut les rattacher au RNCP même si ce n'est pas le diplôme RNCP qui est délivré. Là, je ne suis pas sûr de comprendre. Ouais. Si le RNCP il est immatriculé sur EDOF, il est référencé sur EDOF, dans ce cas-là, il faut que la formation qui est délivrée au titre de ce RNCP-là réponde au référentiel pédagogique. Donc, alors, je pense, Suzanne, si vous pouvez peut-être nous éclairer, je pense avoir compris, je ne suis pas sûre. Donc, en fait, là, vous faites écho aux formations qui préparent à un seul bloc de compétences potentiellement. Donc, en gros, une formation qui ne prépare pas au RNCP complet. Alors là, ça va peut-être sembler contradictoire à ce que j'ai dit au-dessus, mais pour le RNCP et le RS, c'est différent. Donc, pour le RNCP, vous pouvez justement préparer de manière dispatchée, entre guillemets. Il faut, bien entendu, préciser rattaché au RNCP en disant à quel bloc de compétences vous préparez et que justement, votre formation ne permet pas d'accéder au diplôme RNCP parce qu'elle ne couvre pas tout le référentiel. Voilà. J'espère. Ensuite, on a une question de Pauline. Je pense que Pascal y a répondu partiellement ou même totalement. Oui. Vous dites un signalement, c'est un déclenchement de contrôle immédiat. C'est aussi immédiat que ça. Il n'y a aucune qualification du signalement avant ou du nombre de signalements.
car certains signalements sont une insatisfaction pas forcément liée à la qualité de l'information. Ouais, exactement, Pauline. Pascal, peut-être si tu veux rééclaircir là-dessus, mais effectivement, je pense que ça dépend de la nature du signalement et de la répétition. Mais Oui. je pense qu'il y a un signalement qui d'office vont déclencher un signalement d'une prestation non accomplie ou des choses comme ça. Oui, ou d'une prestation facturée et pas réalisée, ça c'est contrôle immédiat. Après, c'est le fait qu'effectivement, il y ait plusieurs signalements sur des motifs répétitifs qui nécessairement vont déclencher le contrôle, c'est évident. Donc, c'est des vrais sujets, vous avez des vrais sujets d'accompagnement de vos stagiaires pour vous assurer qu'effectivement, ils sont bien satisfaits et que ce que vous délivrez, c'est bien conforme à ce que vous avez prévu. Voilà. Et à ce qui est attendu. Merci Pascal. Sébastien, un testeur CACES indépendant, statut entrepreneur individuel qui n'intervient pas dans l'action de formation, doit-il avoir un NDA? Lamia, s'il n'intervient pas dans l'action de formation. Ouais, bah c'est exactement ce que j'ai. Je me suis permise de répondre à l'écrit. Donc, s'il n'intervient pas du tout, il n'est pas considéré comme formateur, donc il n'est pas soumis au NDA. Donc, voilà, je reste à voir pourquoi vous le mobilisez, mais je suis persuadée que vous le mobilisez pour une raison pertinente. S'il n'intervient pas, il n'est pas soumis au NDA. Ok, merci Lamia. Rachel, donc la limite des 1600, pardon Rachel, ça c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est 1500 euros. Concerne l'ensemble des codes RNCP ou seulement les RS? Il me semble que c'est les RS. Uniquement. Alors, 1500 euros pour les RS uniquement, 1600 euros pour les bilans de compétences et 900 euros pour le permis de conduire. Voilà. Stéphanie. Stéphanie, voilà, Stéphanie, je n'en sais rien si vous devez changer de fournisseur. On va éviter de se prononcer, mais après, je pense que tout le monde a été pris par la surprise. Hein. C'est vrai que le nouveau décret est paru au journal officiel d'hier et avec une entrée en vigueur le lendemain, donc à savoir aujourd'hui. Donc, effectivement, mais par contre, vous pouvez suivre la page de PlusWeb 360 dont la veille est qualitative. On prend une dernière question parce qu'on a débordé là. Il existe des formations type HAC. HACCP, ouais. HACCP, ouais, mais qui ne sont pas référencées par le RNCP. Pourtant, ce type de formation peut être financé par le CPF. Comment cela se fait? Alors, si les autres aussi, elles sont finançables. En fait, là, ce qui va être plafonné à partir d'aujourd'hui, c'est le tarif. En fait, il n'y a pas une modification d'éligibilité des actions, vous voyez. Donc, le HACCP, des mémoires, c'est un RS, c'est tout ce qui concerne l'hygiène alimentaire, si je ne me trompe pas. Oui, elles n'aboutissent absolument pas à un RNCP, donc elles vont être plafonnées au même titre que les autres à 1500 euros. Voilà. J'en vois une là. Oui, c'est le financement CPF qui va être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le financement CPF qui va être plafonné. Charge à vous, voilà, il y aura probablement, si vos tarifs sont supérieurs, un reste à charge pour les stagiaires. Voilà. La problématique, elle va être là. Voilà. En termes commerciaux, ça va être plus compliqué. Voilà. Totalement. Et enfin, la dernière que je prends. Donc, est-ce qu'une personne peut faire une première demande pour un bilan de compétences, puis une deuxième plus tard? Cela permettrait de dépasser le budget de 1600, 1500 plutôt, possible légal. Donc là, c'est 5 ans de décret prévoit avant de refaire une demande de bilan de compétences. Oui, ils ont également statué sur une sorte de délai de carence qui est porté à 5 ans. Parfait. Alors, on espère on a répondu à un maximum de questions. N'hésitez surtout pas à nous revenir par mail. À nous contacter. Aussi sur LinkedIn, vous nous retrouverez assez facilement. Et puis, merci pour votre présence. On peut peut-être regarder le résultat des sondages, vite fait. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, Lamia, tu les ajoutes alors, j'essaie juste de regarder. Tu as la main dessus sur les sondages, non? Je regarde. Ah, c'est bon. Ouais. Donc, les sondages. Donc, alors, on est à jour. Parfait.
Donc, on est à jour. On a des zones de doute, ouais. OK. J'ai pas la main sur les… 70% là, je vois 70%. Aujourd'hui, où en êtes-vous sur votre conformité CPF? 70% qui est à jour. 30% où on a des zones de doute. Sur l'autre question qu'on vous a posée, si la Caisse des dépôts vous demande vos pièces sous 10 jours ouvrés, vous êtes prêt? 61% oui, 39% non. Ouais. Ça se rééquilibre un petit peu, presque. Donc ça veut dire que en fait, il n'y en a que 61% qui sont prêts et pas 70%. C'est ça. C'est ça. Donc c'est ça le. Il faut plutôt le prendre dans ce sens-là, c'est vrai. Du coup, concernant les zones de doute, ouais. Ça a baissé, hein, parce que quand on a posé la question au début, on était à 73% qui disaient oui. Après le séminaire, on est tombé à 61%. Donc, oui, mais c'était attendu, on savait. Ouais, je pense que ça vous a montré un peu les tenants et les aboutissants sur les attendus de la Caisse des dépôts. Mais en tout cas, si vous avez des questions ou si on a loupé des questions, excusez-nous, et n'hésitez surtout pas à nous revenir par mail. Donc là, vous avez les trois adresses mail. Merci encore pour votre disponibilité. Vous recevrez le support et le replay suite à votre participation. Et du coup, on reste. N'hésitez pas aussi à suivre nos pages respectives, hein, Galaxy Conseil, Pulso F360. On y partage des informations plus que pertinentes. Merci beaucoup. Merci Pascal. Merci Lamia pour votre présence. Merci à vous. Merci à vous deux. Bonne fin de journée. Au revoir.